depuis 6 ans, travaille sur ces apprentissages. Et ces apprentissages nous intéressent, c'est comment être un partenaire, un mécène stratégique. Et donc nous aurons la chance d'avoir Simon Lavio pour clôturer ce cycle de conférence. Pour ma part, je me présente, je suis Jonathan Guyot, je suis ingénieur forestier et cofondateur d'All4Trees. J'ai l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde. Et pour commencer, je vais commencer à accueillir les premiers panélistes, que sont Alice Gontier de Cœur de Forêt, Magali Rossi de FSC, Gaëtan Deltour de Nature Évolution et Élodie Adès, directrice générale internationale de l'Agriculture. Première question. Planter des arbres est-il efficace pour préserver les forêts? Je viens de vous le dire, planter des arbres est devenu un symbole dans l'imaginaire collectif, une action qui nous semble très tangible, marquante, on a l'impression de faire quelque chose, un impact concret sur le terrain. Pourtant, 10 millions d'hectares de forêt continuent à disparaître chaque année. Planter des arbres, finalement, est-elle la solution pour stopper cette déforestation? Alors qu'on voit de plus en plus de grandes annonces internationales de plantations par milliards, 1000 milliards, est-ce que c'est quelque chose qui va nous emmener dans la bonne direction? Et surtout, je vous parlais de la marchandisation, des prix de l'arbre qui sont souvent tirés vers le bas. Est-ce que c'est vraiment une solution pour soutenir ces projets? Alors nos intervenants débattront de la pertinence de l'indicateur de l'arbre planté pour garantir la qualité des projets et les conséquences de cette marchandisation, qu'est-ce que ça provoque pour eux, et les solutions alternatives. Ce sera l'occasion aussi pour nous de vous parler des solutions que mène la communauté All4Trees depuis plus de 4 ans. Et bien, je vais donner la parole à Gaëtan. Gaëtan, tu es biologiste de formation, tu es responsable scientifique de Nature Évolution, une association pour laquelle tu es engagé déjà depuis plus de 6 ans. C'est une organisation qui travaille principalement à l'international. Vous êtes membre de All4Trees depuis 2021. Depuis 13 ans, vous agissez sur le domaine scientifique, acquisition de connaissances scientifiques des expéditions menées par l'explorateur Évrard Van de Pomme. Et demain, vous aurez la chance de voir un de ces reportages ici à l'Académie du Climat. Et également de développement de projets avec les communautés autour de ce que vous appelez les coffres-forts de biodiversité. Gaëtan, tu as été témoin de cette déforestation et de la dégradation des forêts internationales. Donc, la première question, quelles sont ces causes de la déforestation? Et évidemment, on va essayer de répondre à cette question. Suffit-il de planter des arbres pour préserver les forêts tropicales et comment vous agissez? Merci Jonathan pour cette introduction. Merci à tous d'être ici si nombreux. Donc comme l'expliquait Jonathan, j'ai eu la chance, grâce à Nature Évolution, d'aller dans différents pays à travers le monde. J'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar, où on porte un projet dans le massif du Macaï, et également en Indonésie, sur l'île de Sulawesi. Et du coup, j'ai également été témoin de cette déforestation. Alors, déforestation qui évidemment a différentes origines. Dans le Macaï, on est plus sur une déforestation liée à l'agriculture de subsistance, où ça va être lié au feu de brousse, aux coupes d'arbres directes. Et en Indonésie, ça va être un petit peu différent. Je pense que vous voyez un petit peu comment se passe la déforestation en Indonésie. On est plus sur de l'agriculture commerciale, avec des développements du commerce des palmiers à huile, enfin des plantations des palmiers à huile. Et on est aussi confronté au mine de nickel qui grignote petit à petit toutes les côtes, les forêts côtières indonésiennes. Donc voilà pour un petit constat de ce que je peux observer sur le terrain. Comme on va parler de forêt, je voulais ajouter quelques éléments aussi de contexte. C'est que par forêt, on voit souvent l'image de l'arbre
l'arbre vide, sans rien, alors que l'arbre, les forêts sont des forêts vivantes avec une biodiversité incroyable, et nous on a l'occasion de la voir sur ces sites. Et je voulais rappeler dans ces éléments de contexte ce que l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, nous rappelait il y a maintenant 3 ans. On a environ 2 millions d'espèces aujourd'hui qui sont inventoriées, et sur ces 2 millions, il y a plus d'1 million qui sont déjà menacées d'extinction. Donc, quand on parle d'arbres, ça serait bien qu'on pense, quand on parle de forêt, ça serait bien qu'on pense aux arbres, mais aussi aux êtres qui vivent dans ces forêts. Là, ça passe de micro. On va continuer avec Alice. Alice, tu es biologiste de formation, également responsable développement en communication de Cœur de Forêt depuis 8 ans. Donc, Cœur de Forêt est une ONG de développement international. Vous agissez depuis plus de 15 ans dans les pays tropicaux, de la Bolivie à l'Indonésie en passant par Madagascar, et également sur les enjeux de la France. Votre mode d'action, si on peut la résumer comme ça, c'est une approche holistique qui permet de restaurer et préserver les forêts tout en accompagnant les communautés locales et en développant des filières locales justement économiques pour maintenir et pérenniser ces projets. Est-ce que tu portes le même constat que Gaëtan, et pourquoi pour toi il n'est pas possible de résumer le projet que vous développez à la simple plantation d'arbres? Ok. Bonjour à tous. Alors oui, je partage le même constat que Gaëtan. Dans la déforestation, Gaëtan l'a évoqué, il y a 2 causes principales derrière l'agriculture au sens large. On a l'agriculture commerciale, 40% de la déforestation mondiale, et l'agriculture de subsistance, c'est quand même 33%. Donc c'est assez peu connu, mais c'est un enjeu qui concerne des millions de personnes sur la planète, et on ne peut traiter qu'avec des projets de développement, comme ceux que les membres de All for Tree, donc Nature Évolution, Uni et Cœur de Forêt, on développe. Donc je partage effectivement ce constat, et ton autre question, pourquoi est-ce que résumer les projets qu'on développe à la simple plantation d'arbres, c'est à notre avis une mauvaise chose. Tout d'abord parce que résumer des projets comme les nôtres à la simple plantation d'arbres, c'est masquer la complexité en fait des enjeux qu'il y a derrière la préservation et la restauration des écosystèmes forestiers. Et c'est bien 2 choses distinctes dans les actions qu'on va devoir mettre en œuvre pour traiter ces problématiques. Et donc, en masquant la diversité de ces actions, on masque aussi ce qu'on doit financer comme action pour être impactant sur les projets. Merci pour ce constat. Je vous propose qu'on parte maintenant en France, parce que les enjeux forestiers, on peut les voir aussi bien sur la perspective internationale, là où il y a de la déforestation majoritairement, mais aussi française. Et là, pour le coup, en France, on ne parle pas de déforestation, on va avoir le problème de gestion forestière, voire de malforestation, et les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Du moins, les causes sous-jacentes ne sont pas les mêmes. Pourtant, on peut dire aussi, Magali le dire, mais peut-être qu'on peut dire aussi qu'il y a des problèmes sur la question de la plantation d'arbres. Magali, aussi, tu es ingénieure forestière de formation, chargée de mission forêt et services écosystémiques à FSC France depuis 6 ans. FSC France, c'est une association, une ONG internationale qui permet finalement de développer la certification FSC, qui permet de garantir la gestion des forêts. Donc c'est un label que vous pourrez retrouver sur vos meubles en bois, également sur vos enveloppes, et sur tous les produits que vous découvrez là-bas sur le showroom. Ça peut aller jusqu'au bouchon en liège, si je ne me trompe pas. Magali, finalement, là, si on t'invite aujourd'hui, c'est pas forcément pour parler du certificat, mais plus des outils de paiement pour services environnementaux que vous mettez en place. Le président Macron
a annoncé lors des élections présidentielles qu'il souhaitait planter 140 millions d'arbres d'ici 2030. Donc c'est un chiffre assez important. Finalement, est-ce que ça ne donne pas un peu l'impression que pour préserver les forêts, il est nécessaire de planter toujours plus d'arbres? Est-ce que c'est vraiment le cas selon toi? Bonjour donc à tous et à tous. Donc planter des arbres peut effectivement être une bonne chose dans certains cas, mais globalement le plus important c'est de préserver la valeur des forêts en général. Donc en France, effectivement, comme le disait Jonathan, on n'a pas forcément de problème de déforestation, la forêt a plutôt tendance à s'étendre. On peut avoir ponctuellement des événements exceptionnels qui peuvent amener des événements un peu catastrophiques et où la plantation va être nécessaire pour accélérer, pour aider les dynamiques naturelles de recolonisation et de régénération naturelle. Dans la plupart des cas, la forêt se régénère naturellement, donc la plantation n'est pas forcément quelque chose de nécessaire, sauf dans certains cas particuliers. Et également, si on veut essayer d'intensifier un peu la production d'intensifier la gestion sur certains espaces. Donc ça peut être une bonne chose. Il y a un rapport du WWF que je vous invite à lire sur comment justement les plantations peuvent aussi permettre de réduire la pression sur les forêts naturelles. Mais ça pose pas mal de questions, des questions d'échelle, de savoir est-ce qu'on souhaite spécialiser l'espace avec des espaces de plantation et des espaces de forêt naturelle mieux protégés. Donc voilà, et tout ça ne peut se faire que s'il y a un dialogue en fait, entre les différents acteurs, donc les forestiers et les acteurs concernés par ces questions forestières. Ce qu'on essaye de faire au sein des VC, notamment là, dans le cadre de la révision de notre référentiel de gestion forestière. Est-ce que tu peux nous développer un peu cette idée de l'outil de paiement pour services écosystémiques que vous développez depuis quelques années et que vous mettez maintenant en œuvre là, en forêt française? Oui. Donc je reviens juste un tout petit peu sur le avant parce que cet outil peut être mis en place que dans des forêts qui sont déjà certifiées EPC. Donc comme disait Jonathan, on est une organisation internationale avec des bureaux nationaux. On a un système de gouvernance qui a 3 chambres, une chambre économique, une chambre sociale et une chambre environnementale. Et ce système de gouvernance se retrouve à tous les échelons de notre système. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de notre système et ce qui permet d'avoir un dialogue, une concertation. Donc dans ces forêts qui sont déjà certifiées, depuis 2018, il y a une nouvelle procédure qui a été publiée qui permet de valoriser les services fournis par les forêts et donc les actions du gestionnaire, forestier et EPC, qui va contribuer à maintenir voire à restaurer ces services. Donc c'est un cadre technique, on va dire, et opérationnel pour le gestionnaire forestier, également un outil de marketing et de communication pour lui permettre de mieux valoriser les bonnes pratiques qui maintiennent et restaurent les services. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Elodie Alves. Vous êtes directrice internationale de H2O Atome, une entreprise qui propose des solutions qui permettent de réduire l'utilisation de produits ménagers. Mais surtout, depuis 2009, vous soutenez les actions de l'association Cœur de Forêt, qui fait plus de 13 ans. Là, ce qui va nous intéresser finalement, c'est votre rôle de mécène. Pourquoi déjà avoir choisi cette cause, ce sujet et ce partenariat finalement que vous soutenez quand même depuis 13 ans, c'est assez formidable pour le souligner. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ça fait 13 ans que cette belle aventure a commencé. Je vais juste donner des petits éléments de contextualisation. Effectivement, notre entreprise développe et commercialise des solutions de nettoyage ou de ménage écologique, donc soit avec de l'eau, soit des produits naturels bio. Donc ça nous paraissait évident, c'était vraiment chevillé dans notre ADN, que la limitation des ressources faisait partie des actions que nous devions mener. Donc on a toujours eu une démarche d'amélioration continue, que ce soit dans les produits qu'on développe, donc les plastiques, et évidemment la question des émissions carbone finit par se poser. Alors je souligne que nous sommes une petite entreprise, on va dire une grosse PME, donc on l'a fait à notre mesure, on l'a fait à notre échelle, mais néanmoins c'est vraiment quelque chose qui nous a tenu à cœur. Et dès 2008, donc la société a été créée en 1998, et dès 2008, notre président fondateur s'est intéressé à cette question des émissions carbone selon 2 axes. Le premier axe, évidemment, c'était de se dire comment on limite autant que possible, donc on fait en sorte que nos installations, notre développement produit ne produisent pas trop de carbone. Et puis, la question s'est posée tout le reste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a réduit autant qu'on pouvait dans le processus d'amélioration continue, mais que malheureusement, l'activité commerciale étant ce qu'elle est, d'autant que nous commercialisons nos produits par le biais de la vente en réunion, donc c'est super rare pour ceux qui connaissent. Donc on a des petites conseillères
conseillères qui se déplacent chez leurs hôtesses régulièrement. Elles se déplacent en voiture parce qu'on est majoritairement sur les zones périurbaines. Donc des émissions carbone, malheureusement, on en produit. Donc on a cherché à les compenser. Et en 2009, il n'y avait pas non plus énormément d'acteurs sur le sujet. Et je pense que ce qui a créé finalement ce qui a provoqué ce choix, c'est déjà l'histoire d'une rencontre entre Charlotte et Guillaume. Donc je pense qu'il y a deux personnalités qui se sont rencontrées, qui se sont plues. Et puis je pense qu'il y a aussi un attrait fort pour le projet. Comme vous le disiez, c'est une approche qui est holistique, c'est-à-dire c'est pas planter des arbres pour planter des arbres et faire joli en bas d'un bilan RSE annuel. C'est vraiment la démarche écosystémique qui nous a beaucoup plu, parce que il y a d'une part la préservation de la forêt, la revalorisation de la forêt en tant que lieu de vie, en tant que lieu de ressources vivrières. Et nous, ça nous parle énormément parce qu'indépendamment du fait d'être écologique, de vendre des produits écologiques, on a une démarche d'écologie d'être humain aussi, et ça nous paraissait super important finalement que les valeurs de l'association qu'on soutienne soient conformes à nos valeurs à nous. Donc je pense qu'il y a une vraie rencontre d'un point de vue valeur et d'un point de vue projet qui fait que c'est une histoire qui dure depuis 2009. Et là, vous l'avez un petit peu abordé. 2009, c'était tôt. À cette époque-là, parler de ces projets à des entreprises, c'était peu commun. Avant la COP 21. Alors après, en 1998, c'était tôt de vendre des produits écologiques. Vous êtes pionnier aussi là-dessus. Et disons, voilà, c'est un peu cette question. Comment percevez-vous cette évolution qu'il y a au niveau aussi bien des entreprises, des acteurs de ce sujet que vous avez déjà abordé en 2009? Je ne vous cache pas qu'on a encore un petit phénomène marketing qui nous agace un peu, parce que les politiques RSE se sont mises à champignoner au sein des entreprises, tout simplement parce que c'est la tendance, c'est à la mode. Alors certaines le font avec beaucoup de sérieux, et pour d'autres, malheureusement, ça s'apparente encore énormément à du greenwashing. Et on a énormément d'acteurs qui, du coup, proposent des services pour ces entreprises qui ne sont là que finalement pour mettre des arbres au compteur de leur rapport annuel, sont véritablement derrière qui des projets. Donc ça, forcément, on le vit pas mal, mais bon, ça nous agace un peu, parce qu'on sait qu'à côté de ça, il y a des acteurs super sérieux qui font un travail de grande qualité, et nous, on est extrêmement fiers du partenariat qu'on a avec Cœur de Forêt, et aussi de l'évolution de ce partenariat, parce qu'indépendamment des projets qui sont soutenus, il y a d'abord Madagascar, l'Indonésie, la Bolivie, il y a aussi tout ce qui a réussi à être mis en place grâce à ce partenariat. Il y a notamment des huiles essentielles qui ont été produites à Madagascar et qu'on a intégrées dans nos créations de produits. Donc ça, c'est plutôt un vertu pour nous, et on adore parce que ça donne énormément de sens à notre partenariat. Finalement, il y a une boucle qui est bouclée, et derrière, quand nos conseillères qui sont nos premières ambassadrices auprès de nos clients parlent de ce partenariat, ça fait énormément de sens. C'est très inspirant, et ça permettra aussi de peut-être évoquer ce que nous dira tout à l'heure Simon Merleux de la Mabama Foundation lors de la clôture. Ce matin, nous avions la chance d'avoir un petit moment d'échange entre Fondation, porteur projet, et la Mabama qui nous présentait sa vision stratégique. Je pense que finalement aussi votre rôle, c'est d'accompagner les projets, mais également la structure, Cœur de Forêt à grandir. Et on a besoin de ça aussi aujourd'hui, de mécènes, d'entreprises qui accompagnent avant tout les associations à grandir, plus que parfois les projets et les visions très quantitatives. Alors, on commence à avancer finalement ce sujet, on comprend que planter des arbres peut être parfois une solution pour préserver les forêts, mais pas que. Donc cette grande focalisation peut avoir des impacts. On va essayer de comprendre quels sont ces impacts. Gaëtan, je reviens à toi. On comprend que finalement, pour mener toutes ces actions, pour préserver les forêts, c'est coffre de fort de biodiversité, ça on va au-delà de planter des arbres. Mais aujourd'hui, finalement, cette grande focalisation, qu'est-ce que ça entraîne pour vous en tant qu'association quand vous échangez avec des mécènes potentiels, des entreprises? Oui. Nous, on n'est pas une association spécialisée dans la plantation d'arbres, et on est pourtant sollicité très régulièrement, tous les mois, par des entreprises qui aimeraient planter des arbres pour compenser leur émission. Je laisse le sujet pour la table ronde numéro 2. Et nous,
position-là. On est un peu comme Cœur de Forêt sur des projets holistiques. Et en fait, pour préserver les forêts, on ne va pas être sur il faut planter des arbres, pour préserver les forêts. Non, nous, pour préserver nos forêts dans le Macaé et Madagascar, on va avoir besoin de construire des écoles pour permettre aux enfants d'avoir accès à l'éducation, à être sensibilisés aux questions environnementales et à ce qu'entraînent leurs actions quotidiennes. On va avoir besoin d'améliorer la sécurisation alimentaire des communautés locales. Vous savez que Madagascar est frappé chaque année par des famines terribles, mais là, il faut venir en soutien à ces communautés pour qu'ils n'aient plus besoin d'aller abattre le bois dont ils auront besoin pour cuisiner ou aller tuer des lépluriens dont ils auront besoin pour nourrir. Et ça, c'est un des rôles que fait l'association, c'est de venir en appui à ces communautés. Et j'imagine que Alice, tu partages ce même constat que Gaëtan. Je me souviens qu'en 2018, déjà qu'on avait réuni des porteurs de projets, il y a eu ce constat qui avait été posé finalement très tôt, de voir clairement beaucoup de startups fleurir sur les questions d'opération marketing. Elodie venait justement le disait, de plantation d'arbres à bas prix. Est-ce que finalement se focaliser sur cet indicateur, planter des arbres est une bonne chose, et qu'est-ce que vous avez porté au sein de Fortulis pour essayer de tenter de répondre à cette problématique? Eh bien, oui, on a se focalisé du coup sur l'indicateur de plantation d'arbres. Gaëtan l'a très bien dit. Derrière tous les projets, il y a une diversité d'activités énorme pour pouvoir régler la racine des problèmes de la déforestation. Et finalement, se focaliser sur cet indicateur de plantation d'arbres, c'est aussi mettre les projets en concurrence sur une base unitaire de l'arbre. Et forcément, ça amène à des dérives sur la base du prix, le prix de l'arbre. Et donc, on a une concurrence sur le prix le moins cher, le projet qui proposera un arbre le moins cher possible, pour présenter un nombre d'arbres le plus grand possible sur les rapports RSE. Je résume, mais globalement, le phénomène est assez simple. Et malheureusement, ces prix qui sont tirés vers le bas, ça ne permet plus à tous les acteurs qui travaillent sur des projets holistiques, des projets aussi qui vont mesurer l'impact, mais ça sera le sujet de la table ronde numéro 3. Et bien, les projets de qualité, finalement, on le résume comme ça, les projets de qualité ne trouvent pas assez de financement. Alors que c'est ces projets-là qui, a priori, ont le plus d'impact pour régler la question de la déforestation et de la restauration des écosystèmes forestiers. Donc on a ce cercle vicieux et face à ça, on s'est retrouvé en 2018 avec, je crois, une dizaine d'acteurs, je ne sais plus, Jonathan, on va peut-être... Voilà. On s'est retrouvés tous ensemble et on s'est dit, mais comment on fait alors il y a une phrase que tu répètes souvent, c'est on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Bon, tu me l'as dit souvent. C'est effectivement un peu le fond du problème, c'est comment est-ce qu'ensemble on reconnaît qu'on a sûrement tous de l'amélioration à faire sur nos projets. C'est aussi une démarche humble. Mais comment est-ce qu'on fait pour identifier les projets de qualité qui traitent les enjeux à la racine? Et pour ça, on s'est dit qu'on allait développer un système de garantie participative. On a défini un ensemble de critères pour garantir à la fois l'intérêt général des projets, pour garantir un niveau de qualité, donc un niveau je sais pas, ça peut être illustré très simplement par le nombre d'espèces d'arbres qui vont être plantés, la diversité des actions qui sont menées, l'intégration des enjeux locaux, plein de choses. Voilà. Donc, on regarde tout ça, le fonctionnement de l'association, de la structure, est-ce qu'elle garantit une transparence et financière et de sa gestion, et est-ce que les acteurs sont aussi dans une démarche de collaboration, comme
celle qu'il peut y avoir au sein de Fortrees, mais aussi plus globalement des partenariats entre pairs, aussi pour échanger des connaissances. Nous, c'est un peu ce qui nous motive à nous investir dans le Fortrees et de pouvoir passer du temps ensemble à discuter de nos projets, comment est-ce qu'on mesure l'impact des projets. C'est, je pense, une solution incontournable pour avoir de meilleurs projets. Merci beaucoup, Alice. Et c'est vrai que le Fortrees, c'est avant tout un collectif d'associations et cette phrase n'est pas de moi. C'est vraiment dans les échanges, la co-construction. Certains acteurs ont dit ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes. Mais bon, ce n'est pas une réponse. On ne peut pas qualifier qui est pour qualifier torchon et serviette. Donc, ils se sont fixés des critères d'adhésion qui sont devenus un système participatif de garantie. C'est des critères qui sont quand même super élevés. On va même regarder jusqu'à la communication de l'association. Est-ce qu'elle ne désinforme pas? Est-ce qu'elle ne suscite pas le brainwashing? Les approches marketing. Est-ce qu'aujourd'hui, l'association, quand elle annonce un prix de l'arbre, c'est cohérent par rapport à ce qu'elle met sur le terrain? C'est ultra exigeant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un appel, ça, c'est des porte-projets entre eux qui vont s'évaluer avec un comité aussi d'experts indépendants. Bon, quand vous regardez votre concurrent, forcément, vous êtes toujours un petit peu plus titilleux pour regarder ce que fait l'autre, mais surtout, ça permet de rentrer dans une démarche d'amélioration. Ces critères d'évaluation ne sont pas blancs ou noirs, ils disent voilà, bon, il y a des choses qu'on n'accepte pas, ils sont ici, mais il y a un niveau qu'on aimerait bien tous collectivement attendre d'être ici, et la note, finalement, la notation augmente. Et c'est à partir de ça qu'on peut créer confiance et transparence. Et c'est ça confiance, transparence, c'est ce qui permet aujourd'hui à des acteurs de travailler sereinement et voilà, de porter des événements collectifs dans lesquels ils se sentent à l'aise de réunir les scènes ensemble. Donc merci pour cette présentation, et je vais juste parler finalement des valeurs un petit peu de ce système. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est des systèmes un peu alternatifs à la labellisation. Donc il faut une vision commune, de la transparence, donc je vous le disais, de la confiance, mais aussi la participation de ses membres. Chaque acteur doit être dans la participation. Il faut s'évaluer, il faut s'améliorer, il faut participer au groupe de travail, les membres sont dans la gouvernance, prennent des décisions, ils portent une vision parce qu'il y a une stratégie commune. Et surtout, Alice le disait, pour eux c'est aussi important d'être dans une démarche d'amélioration. Et je vous le disais en introduction, c'est un cycle de conférences en clôture par une première phase d'un groupe de travail sur l'évaluation d'impact. Bon, c'est chacun met à disposition son expertise et collectivement définissent des outils. Je vais passer maintenant à Magali. On va revenir plutôt sur les enjeux français. Donc, sur cette question de paiement pour services écosystémiques, donc si on a bien compris, l'enjeu, c'est pas vraiment de planter des arbres. On va essayer de se focaliser sur finalement les actions, les travaux qui vont permettre de créer des connaissances en forêt, de garantir certains impacts sur la biodiversité, le sol, l'eau, des indicateurs qui sont peut-être parfois difficiles à quantifier. Est-ce que finalement, qu'il y a une très grande focalisation de la plantation d'arbres de la part d'entreprises, de mécènes, est-ce que c'est un mécanisme qui trouve un intérêt à un public aujourd'hui? Effectivement, la plantation d'arbres n'est pas au cœur des projets qu'on développe, même si c'est encore une fois des actions qui peuvent être intéressantes si le gestionnaire s'est vraiment fait un diagnostic pour évaluer pourquoi cette plantation était importante, indispensable éventuellement, et puis la manière dont il l'a fait, donc le comment et le pourquoi. Et donc à ces deux questions-là, il y a effectivement pas mal d'indicateurs qui sont à mettre en œuvre par les porteurs de projets, par les gestionnaires, et qui vont chercher à... Donc on n'est pas sur des projets qui sont forcément simples, c'est des projets complexes, et c'est cette complexité qui reflète la complexité des écosystèmes forestiers qui est important de traduire, parce qu'on a parfois, très souvent, des difficultés à se parler entre le monde forestier et le monde de la RSE. Avec nous, on a plein d'indicateurs, plein de données, mais qui ne sont pas forcément ce qu'attendent les entreprises, ce qu'attendent pour répondre à leurs intérêts, à leurs objectifs. Donc on a plutôt un problème de traduction, d'explication de ce qu'on fait et pour répondre aux attentes et aux besoins des gestionnaires. Souvent les entreprises elles souhaitent que leur financement permette de changer les pratiques des gestionnaires. Or on peut avoir des projets de qualité, refléter toute la diversité de ce qu'on fait en forêt, comme le disait Alice et Jonathan. On a plutôt besoin de financements qui vont permettre de renforcer, de pérenniser, de valoriser les bonnes pratiques des gestionnaires et de
qu'il est pérennisé sur la durée, puisque quand on s'engage sur des projets forestiers, la forêt, ça a des cycles longs. Donc c'est vrai qu'un financement qui permet de renforcer et d'améliorer éventuellement les pratiques, ça peut être du changement de pratique, mais il faut aussi voir qu'il y a plein de gens qui mettent en place des pratiques de gestion responsable super intéressantes, mais ils n'ont pas forcément de financement pour cela, donc voilà, ça peut être intéressant de renforcer un peu ce qui est fait sur le terrain. Donc la complexité de parler finalement de la complexité de la nature, de ce qu'elle est, de la forêt finalement. Aujourd'hui on pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un gouffre finalement entre les attentes et les besoins de terrain. Donc les attentes d'un côté plutôt marketing des entreprises et les besoins de terrain. Donc on est là pour ça en fait, pour vous éclairer, vous dire, et c'est assez rare ces moments où les porteurs de projets s'expriment sur cet enjeu. Et on va vous dérouler au fur et à mesure de l'après-midi en fait d'autres solutions peut-être à envisager. Pour conclure, un petit exercice complexe. Alice, Magali et Gaëtan, vous avez ici aussi pas mal de mécènes d'entreprises qui sont présentes. Quelles recommandations finalement leur suggérez-vous pour réellement soutenir des projets de préservation et de restauration des forêts avec un impact? Quelle serait finalement la démarche à adopter en tant que mécène? Je vous laisse. Parce que j'ai le micro. Je voudrais revenir sur la notion, alors que Alice et Jonathan ont appelé participation, mais qui est, je pense, la même chose que nous, avec ici, on appelle la concertation. Donc une concertation qui peut être faite à une échelle nationale, mais on demande aussi aux porteurs de projets d'avoir une concertation locale, puisqu'il y a plein d'acteurs au niveau du territoire qui ont plein de connaissances, qui ont une expérience assez riche de quels sont les enjeux environnementaux, sociaux à une échelle très locale. Et donc qui permettent d'aider les gestionnaires forestiers à mettre des projets qui ont une vraie valeur et une vraie plus-value du coup au niveau des territoires. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte dans les projets. La deuxième chose, ce serait aussi que quand on cherche à favoriser un service, donc par exemple le service du carbone, je pense que vous y reviendrez pas mal cet après-midi, il faut faire attention en cherchant à valoriser par exemple, à maximiser le stockage de carbone dans une forêt, à pas nuire à d'autres services, notamment la biodiversité ou des enjeux sociaux. Donc là, dans les projets FSC, on peut mettre en place des projets dans des forêts qui sont déjà certifiées, donc qui répondent déjà à toutes les exigences du référentiel de gestion forestière, ce qui permet d'avoir un bon équilibre entre les différents services fournis par les forêts. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir effectivement plus d'outils qui nous permettent de mieux communiquer entre forestiers et responsables RSE, pour qu'on se comprenne un petit peu mieux et qu'on arrive mieux à répondre aux attentes des entreprises tout en favorisant des projets de qualité sur le terrain. Ça passe un peu par la pédagogie aussi, j'imagine. Alice? Moi, je vais vous donner mon avis en tant que structure associative qui, nous, est financée à 80% par du mécénat d'entreprise. C'est un petit peu rare pour les assos. Et du coup, le constat qu'on peut porter, c'est que la responsabilité individuelle et collective de l'entreprise, je pense que ça passe aussi par la formation aux enjeux. On a un gros travail aussi de pédagogie avec les interlocuteurs qui nous sollicitent pour planter des arbres ou pour soutenir la préservation des forêts, mais 80% du temps, c'est soit planter des arbres, soit compenser les émissions de CO2 en plantant des arbres. Donc moi, ce que j'inviterais tout le monde à faire, c'est effectivement, il y a plein déjà de ressources gratuites partout, on est à l'ère quand même de l'apprentissage autonome, et puis il y a aussi plein d'outils super intéressants, et là je vais vous faire une petite auto-promo des outils développés dans le cadre de Refortus aussi. Cette action collective, c'est aussi ce genre de choses que ça permet de faire. Vous avez la fresque de la forêt version quiz. Vous en avez plusieurs exemplaires dans toute la salle. À la pause tout à l'heure, il me semble qu'il y aura Lorraine et Anouk qui pourront vous faire découvrir cet outil de formation. Ça se fait soit en version quiz, un peu rapide, soit en version plus longue, 3 heures. Ça permet de former tous les niveaux de la direction jusqu'à des collaborateurs magasins ou n'importe quel niveau d'études sur les enjeux de la déforestation.
les causes et les conséquences de la déforestation, et ça permet quand même de découvrir plein de choses et de se remettre avec une perspective très large des enjeux dans sa politique de soutien à des assos et dans sa politique RSE aussi plus globalement par rapport à la déforestation. Du coup, j'inviterai les entreprises à faire ça. Puis, quand il s'agira de choisir une structure pour mettre en œuvre le soutien à la préservation des forêts et à la plantation d'arbres, et de prendre le temps de poser des questions, d'aller gratter un peu, voir qu'est-ce qu'il y a derrière, le prix, derrière les projets, la diversité des actions, combien de temps est-ce que les structures elles restent sur le terrain, voilà. C'est juste reprendre du temps pour comprendre ce qu'on fait. Très important. Et effectivement, on découvrait cette fresque. Gaëtan. Oui, moi je voudrais compléter un peu ce que tu disais, Alice, et surtout parler sur le volet de fédération entre associations et entreprises et fondations. Aujourd'hui, on a un outil qui est la structure All for Trees, où on a initié un travail à travers différents groupes de travail où sont associés associations et entreprises. Cet après-midi, on est peut-être plus de 150, avec peut-être plus de 150 structures représentées. Moi, je vous appelle à rejoindre ce travail, qui demande qu'à être amendé, complété, pour qu'on fasse évoluer ensemble les pratiques sur les questions de plantation d'arbres. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire. Et c'est voilà, cet aspect de travailler ensemble, de collaboration, c'est ce qui nous a poussé, nous, Nature Évolution, à rejoindre le All for Trees. Et ça nous paraît important que si on veut qu'on arrive à nous entendre en face de l'immense marketing de la plantation d'arbres, il faut qu'on arrive à être nombreux à porter le discours qu'on porte aujourd'hui. Merci beaucoup. Et côté mécène, Élodie, pour conclure finalement, qu'est-ce que vous recommanderiez à vos pairs, à vos entreprises, qui souhaitent s'intéresser à ce sujet, et qu'est-ce que ça vous a inspiré finalement? Est-ce que vous étiez conscient de toute cette problématique que vous expriment aujourd'hui les acteurs du terrain? Moi, c'est sur quoi je réagis beaucoup, c'est l'effort de pédagogie énorme qui est à consentir. Dans notre activité commerciale, on le fait chaque jour pour expliquer à nos clients la différence entre un produit soi-disant écologique ou avec une formule soi-disant propre et la nôtre. Alors, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je dis juste qu'il faut quand même une attention, une vigilance et une forme d'acculturation aussi à ces sujets-là. Et ça passe par la pédagogie, ça passe par la simplification, pas forcément la vulgarisation, mais la simplification. Ça passe par des initiatives comme les vôtres, qui sont des initiatives aussi qui mettent en avant de bonnes pratiques par opposition à des pratiques un peu plus douteuses. Et ça, c'est ce qui fera finalement la différence, parce que au final, les interlocuteurs RSE des entreprises sont ni plus ni moins que des consommateurs, à qui on doit expliquer clairement la différence entre un projet et un autre projet. Et moi, si je remonte un petit peu plus loin dans le temps, à l'époque où on a commencé à avoir ces discussions-là avec Charlotte, c'est vrai que le coup de l'arbre, on a eu des conversations passionnantes à ce sujet et on ne comprenait pas au départ. Et finalement, quand on met tout bout à bout, quand on nous explique le côté holistique du projet, justement, et au-delà d'un coup d'arbre, il y a tout ce qui rentre en ligne de compte, la construction des écoles, la construction d'éléments pour amener de l'eau dans un village, la production, la distillation d'huile essentielle, donc l'achat de machines et tout ça. Ça paraît intangible, ce n'est pas des arbres qu'on comptabilise, mais c'est la réalité du projet auquel on a décidé de soutenir. Et donc je pense que ce qui doit faire pencher la balance pour des mécènes, c'est l'adéquation de ses valeurs et de son projet d'entreprise avec le projet et les valeurs de l'association soutenue. Donc quelque part, il ne faut pas se mentir, si on veut faire du greenwashing, on fera du greenwashing. En revanche, si on commence à s'éveiller, à se conscientiser sur une envie de faire quelque chose et de changer concrètement les choses, c'est le moyen de basculer vers des projets de qualité. Et donc je pense qu'en tout cas, nous, c'est ce qui nous a plu avec Cœur de Forêt, c'est que c'était une belle histoire. Donc, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette adéquation de valeurs à avoir. Effectivement, c'est un propos très juste. Et il y a 2 ans, peut-être
une bonne partie d'entre vous se rappellent de cette premier cycle de conférences qu'on avait animé pas très loin d'ici, donc dans les locaux de Maison du Monde Foundation, sur la compensation de carbone et la reforestation. On avait justement dit qu'un des problèmes, ce sont les acteurs, ce qu'on va dire, intermédiaires, soit les porteurs de projets ou les cabinets de conseil qui, finalement, des fois, ne conseillent pas bien les entreprises, qui n'ont pas forcément des mauvaises velléités, qui n'ont pas forcément tous envie de faire du greenwashing, et qu'il y avait un vrai enjeu à ce que les acteurs améliorent leurs pratiques, la transparence, de la communication, et c'est ça que nos membres portent à travers All for Trees, et on est ravis qu'ils s'engagent dans cette démarche. Je rajouterais juste une petite chose, c'est que l'important aussi, c'est la constance dans le soutien. C'est-à-dire que si ça fait 13 ans, c'est aussi parce qu'on croit à ce projet et qu'on n'a pas décidé en un claquement de doigts au bout de 2 ans de se dire finalement on va basculer vers un arbre moins cher. Donc ça c'est important. La constance aussi dans le don. Nous ça représenterait entre 0,5% et 1% de notre chiffre d'affaires chaque année. Et on est des petits acteurs. Donc, mais c'est la constance qui nous a paru très importante. Donc vraiment s'attacher à se dire voilà, une fois que le projet a été choisi, on s'y tient et on soutient autant que possible. Voilà. Et il y a une forme de logique aussi, parce qu'on est également mécène d'une autre association qui elle préserve les corails et les récifs coralliens dans la même démarche de se dire les puits de carbone aujourd'hui c'est les arbres et la mer. Donc en tout cas les algues, et donc les coraux y contribuent. Et donc on a toujours eu cette démarche de se dire soyons logiques dans notre manière d'envisager le soutien de l'association. Et je pense que c'est cette constance-là qui fait aussi que derrière les projets peuvent continuer et exister de manière pérenne, parce que comme vous le disiez, la forêt ça vit longtemps. Donc il faut anticiper, il faut avoir finalement des ressources sur lesquelles compter à longue échelle pour pouvoir mener des projets. Et ce qui est même intéressant, c'est que finalement, c'est la clé quand même finalement carbone, le bilan carbone de l'entreprise qui vous a amené à ces sujets, et vous le dites très justement, vous soutenez finalement la préservation de 2 puits de carbone que sont l'océan et les forêts, sans passer par des mécanismes de crédit carbone, en passant plutôt par un mécanisme du type pourcentage du chiffre d'affaires. Ça va nous permettre, je pense, d'introduire la prochaine table ronde. Je vous remercie énormément pour ce bon partage.